Salut à tous et bienvenue à l'épisode 55 avec Lotto Soudal, un épisode qui va se passer en Catalogne et en Belgique. Alors, on a évidemment le tour de Catalogne à terminer, mais auparavant, un petit tour déjà en Belgique du côté des 3 jours de Bruges-La Panne. Bon, c'est une course de moindre importance par rapport à ce qu'on a l'habitude de regarder, mais il y a quand même, c'est de la même importance que Kurn par exemple. Donc voilà, hein, c'est pas non plus, on crache pas dessus, c'est quand même une jolie classique. Et à partir de là, on est présent. Tout le monde n'est pas là. On a laissé Tige Benoît au repos, voilà. Mais les autres, c'était dans leur planning de course parce que notamment, il y avait besoin de jours afin d'être dans la bonne forme au bon moment. Voilà, préparer les pics de forme, les fameux pics de forme dont je vous parle trop souvent. Donc, à partir de là, on est plutôt fort par rapport au plateau de coureurs qui sont présents là sur ces 3 jours de Bruges-la-Panne. Je vais essayer, vu les formes des uns et des autres, je vais essayer d'emmener John Degenkolb, puisque c'est quand même un terrain qui peut être propice pour une victoire de John Degenkolb. Et voilà, ça va se jouer à pas grand chose, mais c'est finalement Alexander Christophe qui va s'imposer. Donc voilà, très bien, bravo. C'est bien qu'il en claque une. Hein. J'espère aussi que Van Avermaet en prendra une un de ces jours, que Sagan aussi, etc. Il faut un peu de partage. En tout cas, à eux de se débrouiller quand même pour aller les chercher parce que je vais pas les donner. On voit Edward Theuns, un très très intéressant coureur qui est alors à ce moment-là chez Quick-Step, mais voilà, ça n'est pas la réalité actuelle. Alors, on part maintenant en Catalogne. On avait vu que le contre-la-montre par équipe avait été désagréable pour nous. L'étape 1 était relativement neutre. Et l'étape 3 est totalement décisive. Parce que c'est l'étape la plus montagneuse qui nous est proposée. Sur ce parcours, je rappelle le parcours 2017 du Tour de Catalogne. Donc, on est à un stade où je protège de façon égale Hirschi et Wellens, puisque ce sont les deux qui peuvent vraiment faire quelque chose en raison du parcours de ce Tour de Catalogne et aussi de l'état de forme. Voilà, donc ils ne sont pas sous pic, mais c'est pas très important, il y a quand même moyen de faire quelque chose. On va tenter un coup. On va tenter d'envoyer Manu Bourman ainsi que son collègue Michael Storer, l'Australien, à l'avant pour essayer de monter un petit stratagème dans lequel on arriverait à un moment donné à échapper Hirschi ou Wellens et où Bourman, qui se serait économisé grâce à la présence de Storer, Bourman serait alors en mesure d'aider celui qui rejoindrait. Alors on voit qu'il y a encore 2 fois la même difficulté. Et à ce moment-là, j'ai choisi Hirschi pour tenter sa chance. Voilà. C'est parti pour Hirschi avec son 78 en montagne, avec son 82 en vallon, avec ses progressions incroyables. Il va essayer de rejoindre Bourman. Voilà, j'ai fait attendre naturellement. Et puis, du coup, on va faire rouler Bourman tranquillou, voilà. Mais en fait, ce sera de très très courte durée parce que ça roule très très fort derrière et notamment les Movistar, hein. Ça roule très très fort, les Emirates aussi. Si bien que on est dans l'impossibilité totale de pouvoir s'échapper ou appliquer le projet qui avait été voulu. Et puis là, avec ce qui reste comme barre de forme à chacun, j'ai pas le choix. J'ai essayé de mettre en place la entre guillemets la double protection, mais c'est pas forcément évident. Du coup, je vais juste faire une simple protection. Des fois, ça marche pas pour des raisons assez obscures. Bref, le seul à qui il reste de quoi rivaliser en cette fin d'étape 3, c'est Tim Wellens. Et du coup, ça m'a posé quand même des questions. Après, je me suis dit, comment se fait-il? Alors, hormis le fait que Hirschi ait dépensé de l'énergie
On pourrait dire après coup, mais sur le moment c'est pas le cas. Après coup on pourrait dire pour rien, puisqu'il a attaqué et puis finalement c'était en pure perte. Et Wellens par contre lui pendant ce temps était protégé. Ouais, c'est une explication. Moi j'en ai une autre. Alors qu'on voit que Wellens donc termine vraiment avec tous les favoris à l'exception de celui qui gagne l'étape, c'est-à-dire Richie Porte, qui s'est très largement détaché par rapport au reste des favoris à la victoire finale dans ce Tour de Catalogne. Moi j'ai une explication, c'est les caractéristiques physiques. Voilà. C'est-à-dire que Hirschi a beau avoir de très jolies notes en montagne, en vallon, voire même commence à être tout à fait acceptable en contre-la-montre, etc. Il y a quand même, il a une très belle accélération aussi, c'est un puncher. Il y a un truc qu'il n'a pas, c'est de bonnes caractéristiques physiques. Là où par contre un Wellens excelle, puisqu'il a parmi les plus belles caractéristiques physiques qui soient, tout comme un Tish Benoît dans son style, dans son registre. Donc je pense qu'à un moment donné, ces caractéristiques physiques, elles ont une influence. Je pense à notamment la résistance, je pense à l'endurance évidemment. Euh, bon, il y a comme ça des aptitudes qui, à mon avis, jouent forcément un rôle à un moment donné, et peut-être bien plus qu'on ne peut l'imaginer. Alors après, sur l'étape 4, eh bien, j'ai essayé de durcir sur la dernière difficulté, l'objectif étant de reprendre les échappées, et puis d'essayer de faire éventuellement une petite différence d'une façon ou d'une autre, ce qui n'est jamais évident en fait, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui roulent, il y a beaucoup de coureurs qui se dépouillent, hein, qui donnent tout ce qu'ils ont. Donc, bon, déjà pour la victoire d'étape, ce sera pas nous, ce sera Luis Sanchez qui va la prendre, et puis Matthews va aller glaner une place d'honneur qui finalement n'a aucune espèce d'utilité, puisque de toute façon on n'a rien réussi à glaner au niveau du temps, et c'était ça qui m'intéressait, peut-être de partir dans la descente ou quelque chose comme ça, c'était totalement impossible. Le tri n'avait pas été assez sélectif, si je peux me permettre. Donc Richie Porte, tiens, on a gagné une place. Wellens maintenant se retrouve quatrième, donc petit jeu d'élimination progressive, des éliminations progressives. Hein, on était 5, on passe 4. Allez, on va voir, on va essayer peut-être de continuer à avancer dans le classement général, même si on se doute que Richie Porte va être dur à chercher, mais il y a peut-être moyen d'aller chercher le podium, sait-on jamais. Alors, sur cette étape 5, ben, le seul intérêt, c'est finalement cette montée finale qui, par contre, pour le coup, est assez violente. Elle est c'est assez marrant. Ça ressemblerait quasiment à une étape du Tour d'Espagne, en fait, cette étape-là du Tour de Catalogne. Elle en a tout à fait le profil. Alors du coup, méfiance. Alors là, par contre, la double protection va fonctionner puisque Bourman protège Wellens qui est emmené par Hirschi. Et en fait, on est pas mal. On est pas mal du tout. On arrive à ce que Wellens ne brûle pas trop d'énergie. On va voir dans pas très longtemps qu'il va commencer à y avoir des favoris voilà, qui vont s'enflammer et qui vont commencer à essayer d'attaquer. Hein. Mais pour le moment, c'est assez calme. Donc, évidemment, les barres jaunes et rouges commencent à chuter dangereusement. Hein. C'est tout à fait normal. On voit Nibali, parce que Nibali est chez Movistar, attention. Hein. On voit du Froome, on voit du monde hein, qui commence à se montrer, Richie Porte évidemment. Et voilà, on approche finalement plutôt pas trop mal de l'arrivée, donc c'est assez intéressant. Assez intéressant. On est pas mal, on sent qu'on va pas prendre un éclat, c'est déjà ça. C'est déjà une super nouvelle parce que c'était pas tout à fait chose évidente à l'avance. Et puis, commence à bugger un peu. Ça bug. Qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait, j'ai eu un gros bug d'enregistrement.
sans que je le voie. L'enregistrement s'est coupé à ce moment-là, ce qui fait que du coup la toute fin je ne peux pas la montrer, mais la résultante sur le classement général c'est une 3e place à présent pour Wellens, qui a fait top 10 de l'étape et qui finalement s'en est fort bien sorti. Ensuite, il y a une étape 6 qui est relativement taillée sur mesure pour un Michael Matthews, par exemple. Alors on va, dans ce cas-là aussi, essayer de se mettre en capacité soit d'essayer de faire gagner Matthews, soit d'essayer de faire gagner du temps à Wellens, en fait. Voilà, donc je vais échapper Matthews parce que sur ce terrain-là, il est mal placé au général, très bien, excellent. Et c'est celui qui est le plus à même d'apporter un soutien à un éventuel Wellens échappé, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que c'est Matthews qui part, alors que j'aurais pu quand même l'économiser pour un sprint éventuel, mais en fait j'ai toujours pas perdu l'espoir à ce stade-là de reprendre un peu de temps à l'ami Richie Porte. Alors on voit une scène un peu bizarre là, c'est Christopher Froome qui roulait à un moment bizarre de l'étape et qui en plus avait une cadence de pédalage comme celle d'un mec épuisé, donc assez bizarre, vraiment étrange. J'avoue que je comprends pas trop la stratégie des National Bing. Bref, toujours est-il que maintenant que l'échappée possède environ 4 minutes, bon après ça va un peu fondre, d'avance sur le peloton, je peux enclencher le plan. Le plan évidemment c'est d'essayer de durcir pour que sur une attaque de Tim Wellens, soit obligé de réagir par exemple à Richie Porte. Voilà. Puisque c'est lui qui est visé. Aussi un Egan Bernal, ou voilà, bon, bref. Il y a comme ça des gens qu'on a envie de voir réagir sans que leurs équipiers fassent le boulot. Et voilà, donc le plan il est en train d'être proche de l'exécution finale qui est Hirschi emmène Wellens. Voilà, c'est parti avant que Wellens évidemment ne tente un départ. Alors on voit qu'on a tout de suite été chassé par Nibali et que Matthews a bel et bien attendu Wellens comme prévu, sauf que dans la roue il y a tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Donc ok, il y a Porte, il y a Nibali, il y a Kwiatkowski. Encore une fois, le maillot est un petit peu déroutant. Je crois qu'il n'y en a pas pour trop longtemps avant que je m'occupe de ce maillot. Mais j'ai un petit problème, c'est que mon PCM Fast Editor ne fonctionne plus depuis au moins un mois et demi. J'ai désinstallé, réinstallé, tout ce que vous voulez, et du coup, j'ai du mal à faire des modifications. J'ai du mal. J'ai beaucoup de mal puisque l'application ne se lance pas en fait. Donc voilà, si quelqu'un veut me proposer une solution, je la prends bien volontiers. Toutefois, dès que j'aurai quelque chose qui fonctionne, je pourrai remettre le maillot des Sky. Ce sera un petit peu plus parlant. Alors là, on assiste à une scène, encore une fois, un petit peu rigolote. Maïka, 67 ou 68 en descente. Et à peu près la même chose en note de plaine. Maïka, en roulant à bloc, a ramené le peloton sur nous. Maïka, évidemment, qui, certes, il roule pour Kelderman, mais bon, bref. Donc encore une fois, Maïka, un coureur que j'adore, qui a joué l'idiot utile, pour ramener tout le monde sur nous au lieu de laisser travailler les Movistars au hasard, voilà. Au lieu que les Movistars en question se permettent justement, comme Nibali l'a fait juste avant, d'aller comme ça placer une attaque alors que normalement il doit jouer un peu l'équipier de Richie Porte. Enfin bref, c'est assez bizarre. En même temps, c'est très Movistar de pas savoir jusqu'au dernier moment de pas savoir réellement qui est le leader. Ça c'est du Movistar tout craché. On l'a vu pas mal de fois. Donc Richie Porte, on a compris, va conserver son maillot. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et simplement, ce qui va se passer, c'est qu'on a quand même un petit espoir soit de gain de temps, soit de victoire d'étape, sait-on jamais, sur l'étape 7. Voilà, donc je vais là encore m'amuser sur la colline de Montjuic à durcir. Ça va être progressivement Michael Storer, puis
Manuel Bourgman, puis Hirschi. Tout le monde va s'y mettre en fait pour essayer d'éliminer les équipiers de Porte les uns après les autres, mais on voit qu'ils sont quand même encore bien présents. Hein. Movistar est très très fort. Donc c'est Wellens qui se retrouve en dernière instance tout seul. On va voir s'il y a moyen de peut-être aller, je sais pas, prendre l'étape ou s'en rapprocher. Nibali place une attaque. Dans la roue de Wellens, celui qui a suivi, c'est Ulissi. Voilà, hein, c'est Mickelton Scott, mais c'est Diego Ulissi. Donc voilà, ça va être une arrivée pour entre ces trois hommes. Donc au sprint, on sait que Nibali n'est pas très fort. En revanche, Ulissi, c'est un client. Et effectivement, avec tous les efforts qui ont été faits par Tim Wellens, c'est une victoire pour Ulissi. Donc mini bonif au passage, ce qui finalement va donner un classement général final, voilà, juste après le podium, dans lequel Tim Wellens va terminer deuxième. Voilà. Écoutez, moi, ça me va bien. Ce classement-là me va totalement. On va donc s'en satisfaire. Il n'y avait peut-être pas moyen de battre Richie Porte avec Tim Wellens. On voit d'ailleurs que tous les gars qu'il y a derrière, là, dans les 5-10 premières places, sont plus en montagne que Wellens. Enfin, il y avait ce contre-la-montre aussi qui nous a fait un petit peu mal. Donc voilà. On enchaîne sans aucune transition, puisque ça n'a strictement rien à voir comme type d'épreuve avec le GPE3. GPE3, c'est le premier rendez-vous digne de ce nom, du côté des Flandres, du côté de ces secteurs pavés, montants, et tout ce qu'on connaît, toutes ces difficultés tellement sympathiques. On a amené une équipe plutôt pas trop mauvaise. On a Van Aert, on a Degenkolb, on a Tige Benoot en guise de leader potentiel, et puis il y a Bettiol, de Bussere, il y a vraiment du monde pour donner des coups de main. Il y a que lire. Il manque les habituels Wallace et Allegaert, parce que en fait Wallace et Allegaert se sont fait très mal. Il y a eu des blessures consécutives à des chutes là dans des courses précédentes, et qui ont fait que en fait ces deux-là ne seront de retour que début mai. Donc le problème est réglé pour eux. Ils vont rater quasiment la raison principale de leur présence dans cette équipe, c'est-à-dire les courses flandriennes. Donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Ça fait partie. Alors on a vu que là, sur une difficulté, il y avait Peter Sagan qui s'était fait la malle, et puis il y avait Van Aert et Degenkolb qui avaient réussi à s'intercaler dans un deuxième groupe, pendant que par contre Benoot restait peinard, calé dans un troisième groupe, étant donné qu'il était assez évident que Van Avermaet, Stibar et compagnie allaient essayer de rentrer. Donc là, c'est typiquement le genre de cas où les efforts, il n'y a aucune raison de les faire. Ensuite, là, on arrive à un endroit très intéressant où on va reprendre un Peter Sagan qui, à mon avis, gère ses efforts. L'IA gère les efforts de Sagan parce que de toute façon, il y a impossibilité d'aller au bout tout seul dans cette situation-là. Il y a trop de mecs qui roulent derrière, etc. Donc un homme seul ne peut pas terminer ici. Donc il a préféré, entre guillemets, attendre. Et donc, on va se retrouver avec une situation qu'on n'a pas encore eue dans les classiques flandriennes de l'année précédente. Cette situation, c'est finalement un cas de figure où on a 3 options à l'avant dans le groupe d'hommes forts qui terminent la course. On avait eu sur Gant Wevelgem l'année précédente, on avait eu 2 hommes forts, c'était Van Aert et Benoot. Mais cette fois-ci, on en a 3. Et du coup, ce que je vais choisir de faire, c'est prendre la roue de Sagan avec Tige Benoot, puisque Benoot, dans notre équipe, est le seul à être capable de suivre les attaques de Sagan. Il en a aussi les caractéristiques physiques. Van Avermaet, eh bien, je vais prendre la roue avec Wout van Aert. On voit une attaque de Valgren, de Nassen, suivie par Van Avermaet, et du coup, avec Van Aert qui est calé dans la roue, finalement, c'est assez indolore.
Et John Degenkolb, pour sa part, il est calé dans la roue de Edward Tuns. Edward Tuns, attention, il y a client. Il y a client. C'est pour ça que je le considère comme très fort et très dangereux. C'est pour ça que j'ai pris la roue avec Degenkolb. Bon, là, on voit que Sagan s'est extrait de la surveillance de Benoît. Heureusement que j'avais Van Aert à l'avant. Hein. Puis heureusement aussi que ça s'arrête de rouler derrière. Et là, ben oui, hein, on va être opportuniste. Hein. Contre-attaque immédiate. C'était à 2 km de l'arrivée. Là, on passe sous la flamme. Aïe, 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 il y a Tuns qui va déborder de Tige Benoît. Il y a Sagan qui revient sur la droite. Ah, très bonne victoire de Benoît. Très très bonne victoire. En plus, elle n'était pas à gagner celle-là. Hein. Il y avait une sacrée adversité. Donc celle-là, je la prends bien volontiers, d'autant plus que GPE3, ben, l'année dernière, on l'avait gagné avec Wout van Aert, mais Tige Benoît, lui, il a jamais gagné. Il a jamais gagné avant cette année 2021. Il n'avait jamais gagné le GPE3. Donc, ben, elle se passe pas trop mal là, cette saison avec Tige Benoît. Hein. C'est plutôt sympa tout ça. Donc, ben, satisfaction, et tout de suite, on ne s'arrête pas, on se reconcentre sur Gant-Wevelgem. Donc, alors, comment faire pour essayer de trier un peu et d'éliminer notamment les sprinters du type Groenewegen, du type Gaviria et compagnie là. Alors déjà, Peter Sagan n'est pas venu, donc ça, c'est étonnant. Mais pourquoi pas. Du coup, le leader de la Bahrain Merida, c'est Colbrelli. Puis, du coup, il n'y a pas non plus... je sais pas, moi, par exemple, un Terpstra n'est pas là. Il y a un petit peu moins de monde qu'au GPE3 et très clairement moins de monde qu'il y en aura autour des Flandres quelques jours plus tard. Donc, nous, c'est pas grave, on va pas se démonter. Ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de faire très très mal. On voit qu'on arrive au Kemmelberg une première fois, dans pas très très longtemps. Faire très très mal dès que possible sur ces monts pavés là qui se succèdent sur, on va dire, entre le milieu et les trois quarts de cette course, hein, puisque les 30 derniers bornes ils sont relativement plats, donc c'est pas là qu'on va faire mal. Alors là, on voit que par exemple, il y a Wout van Aert qui a réussi à partir dans la roue de Keukelir et Bettiol. Et du coup, surtout, je stoppe l'effort avec Benoît et Degenkolb. Surtout pas se fatiguer. Voilà, on laisse travailler. Il y a Van Mark de la FDJ, donc avec Arnaud Desmar. Il y a Teuns, évidemment. On voit passer Groenewegen. Il y a du monde. Il y a du monde, ce qui fait que surtout on laisse travailler, parce que de toute façon on sent venir une arrivée qui peut être éventuellement assez délicate hein, dans ce contexte-là. Donc je continue. Allez, j'ai essayé encore de faire un petit peu mal là, d'attaquer. Ce serait bon de ramener Benoît un petit peu vers l'avant. Voilà, il y a des gens qui vont s'en charger. Mais bon, l'effort par exemple là de Van Aert est nul et celui de Bettiol est léger. Donc ok, ils vont revenir, c'est sûr. Je veux juste pas consommer d'énergie avec Wout van Aert à ce moment-là. Hein. Et puis, alors qu'on va de nouveau passer au Kemmelberg, cette fois-ci, je fais un petit train Van Aert, Benoît, Degenkolb pour, là par contre, attaquer. Attention, hein, là ça attaque. Et on essaye, de toute façon c'est la dernière occasion hein, de faire un tri. Après cela, il n'y aura plus de tri possible. Ce sera terminé. Donc, on s'échappe à 3, mais je veux dire, c'est anecdotique. Puis après, je baisse les yeux, je regarde l'écart. Je vois l'écart, je me dis, ouais, c'est ça. Il y avait ça aussi la fois d'avant, et puis tu t'es fait avoir, quoi. Hein. Là, je parle l'année passée, mais en fait, non. L'année passée, si vous vous souvenez bien, sur ce même parcours, le final s'était joué avec 4 hommes. C'était Colbrelli, Sagan, donc de Bahrain Merida, et Van Aert Benoît, de l'Auto Soudal. Et là, on se retrouve à 4, en ayant repris l'échappée, mais avec 3 mecs à nous. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les faire rouler les 3. Parce que autant un mec seul n'a aucune chance, autant 2 gars, ça peut être un peu juste, mais autant 3, peut-être il y a quelque chose à faire. En fait, j'ai jamais essayé avec
3 coureurs comme ça en tête, alors qu'on voit que Sutterlin avait attaqué. C'est rigolo. Le mec est rigolo, il a cru qu'il allait nous surprendre 3. Du coup, en fait, j'ai même pas réagi, j'ai continué à rouler parce qu'en fait, son attaque, elle est totalement en pure perte. Et la meilleure manière de voir que derrière, ça roule pas, bah, ça roule pas génial, quoi, ça s'entend pas, c'est que Collier, qui était totalement mort à la base quand il se fait récupérer par ce groupe-là, qui en fait bah, s'est refait totalement la santé. Il a, bah, de toute façon ça se voit, hein, il a moitié de barre jaune par rapport à barre bleue restante potentielle, et max de base rouge, max de barre rouge, donc voilà. Et puis, pour assurer le coup, allez, je vais quand même faire se détacher Wout van Aert et Tish Benoot. Et quant à Degenkolb, bah, lui va se caler dans la roue de Sutterlin, et puis on va aller tout à fait tranquillement cueillir cette victoire. Alors j'aurais pu la donner, hein, j'aurais pu la donner à Van Aert. Bah écoutez, comme j'ai en tête un truc un peu fou, je l'ai donné à Benoît. Voilà. Puis Benoît est le leader, Benoît est le plus fort. Donc quelque part, le plus fort qui gagne, ça paraît tout à fait sensé. J'ai un petit truc en tête parce que Benoît il a gagné au Strade Bianche, il avait même gagné le Home Loop Last News, il avait gagné à Milan-San Remo et donc au GPE3. Alors écoutez, tant que ça gagne, hein, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc triplé totalement inespéré. Alors là franchement, on m'aurait dit ça un jour en extrême, j'aurais pas cru. Et puis bah on se retrouvera très très bientôt pour un tour des Flandres, pour le tour du Pays Basque. Ça va être intéressant parce que le parcours est assez sympa. Ainsi que Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, peut-être même l'objectif majeur de cette saison. En tout cas, un des 3 plus importants. Voilà. Donc, bah, à très très bientôt pour la suite de toutes ces petites aventures. Voilà. Bye bye.